Jusque-là. Oh non, vous pouvez le laisser? Non. Ça vous dit quelque chose? Non. Alors, il n'a pas inventé le canon, mais quand on dit Pachelbel, on dit toujours le canon de Pachelbel. Le canon de Pachelbel, effectivement. Et avec lui qui faisait ça ou quoi? Alors, bien sûr que non. Et puis, alors, le canon le plus célèbre, vous savez, c'est le fameux frère Jacques. Il y en a un qui démarre, et puis après, d'autres voix. C'est ça, chanter en canon. Voilà, c'est chanté en canon. Alors là, effectivement, là, ce Johann Pachelbel, puisque c'est son prénom, est un organiste. Alors, c'est un compositeur, comme d'autres, mais là, c'est devenu un véritable tube que son fameux canon. Le voilà, Pachelbel. Il est né en septembre, c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Il est né en septembre 1653. Alors quand je dis il est né en septembre, en fait, on ne sait pas s'il est né en septembre. Je vais vous donner la date exacte, c'est-à-dire au tout début septembre, il a été baptisé. Donc ça veut dire que effectivement, il est sans doute né la veille ou le jour même, on baptisait très souvent rapidement. Alors on le voit là, cette gravure que l'on vient de vous montrer, ça le montre devant sa ville natale, Nuremberg. C'est là qu'il a vu le jour et c'est là qu'il va être organiste, un organiste célèbre. Et finalement, il va lancer une famille. Vous savez, on connaît évidemment la famille de Jean-Sébastien Bach, oui, célébrissime. D'ailleurs, ça fait partie de son histoire, je vais vous la raconter dans un instant. Mais en plus, lui va donner sa passion de la musique à deux de ses 7 enfants qui vont devenir organistes, eux aussi. Un à Nuremberg, dans la ville natale de papa. Et l'autre, il va même partir, ce qui n'existe pas encore, les États-Unis, mais il va partir en Amérique et il va faire connaître comme organiste la musique allemande dans les futurs États-Unis. C'est assez étonnant, cette famille, alors qu'on ne connaît que le canon de Pachelbel, qu'on réécoutera tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas ses autres œuvres. Alors, ce sont des œuvres assez religieuses, puisqu'il était organiste. Il y a des motets, il y a des messes, principalement. Et puis, il fait un gros travail pour les choristes. Oui. Il faut savoir que le canon de Pachelbel, dans les années 60-70, a été interprété par des orchestres modernes. Oui. C'est comme ça qu'on a redécouvert le canon de Pachelbel, sinon on l'aurait oublié, le pauvre homme. Alors en plus, ça a été repris par des chanteurs, on va le voir dans le sujet dans un instant. Et puis par la pub, la publicité aussi a utilisé évidemment parmi ces grands classiques. Alors, Johann Pachelbel, on peut partir en images pour découvrir ce personnage et qui va suivre des cours de musique très jeune, parce qu'on s'aperçoit qu'il a, comme toujours, une vraie puissance, une vraie capacité de jouer. Alors il va surtout jouer aux côtés d'organiste. C'est ça qui va lui donner l'idée de travailler dans cette direction, à la fois organiste et claveciniste. Et du coup, on va le retrouver dans de nombreuses églises, alors à la fois à Nuremberg, puis il va voyager. On va le retrouver à Vienne. Vienne, à l'époque, en ce XVIIe siècle, c'est un centre culturel absolument extraordinaire. Des musiciens, comme l'on voit ici, qui viennent de partout. Non seulement d'Autriche, mais d'Allemagne, et puis d'Italie. Donc c'est un mélange du sud et du nord, et tout ça est une vraie effervescence. Puis il va passer par Eisenach, en Allemagne, et là, il va rencontrer cette famille que l'on voit à l'écran. C'est la famille Bach. Il est très ami avec le père de Jean-Sébastien, à tel point qu'il va devenir le parrain de certains des enfants de Jean Ambrius, puisque c'est le nom de son père. Et puis ces reprises, et ça vous souhaitiez... Ah ben oui. Et écoutez cette reprise d'Alain Barrière. C'est pas une reprise, c'est une adaptation en chanson, évidemment. Oui, ça va venir, vous connaissez Alain Barrière, mais après il y a un coffre... Ah bah là on n'a rien entendu du tout là. Ils ont tout enlevé, c'est dommage. C'est bizarre ça, vous allez entendre et puis on n'entend rien. Oui, bah oui. Alors, y a une erreur de notre part? Oui, sans doute. Allô? D'accord. Bon. C'est drôle ça, non? On le réécoutera tout à l'heure. Alors c'est vrai que le début, ça nous fait rêver parce que c'est évidemment... Alors ce mot de canon, on peut se demander pourquoi il vient s'installer dans la musique alors qu'on le trouve aussi évidemment parmi les armes à feu. Hein, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Ce mot de canon vient du latin cana qui désignait les roseaux. Oui. Alors c'est le côté tige qui intéresse. Tige et rigidité. On le retrouve dans le canon du fusil, évidemment. Hein, c'est cette même tige qui va cracher le feu, cracher la mort. Mais on va le retrouver dans cette rigidité, c'est la règle canonique, par exemple, que l'on retrouve dans la religion chrétienne. Et quand on canonise quelqu'un, c'est-à-dire qu'il devient saint, comme Mère Teresa la semaine dernière avec le pape François, eh bien on canonise ces femmes et ces hommes parce qu'ils rentrent dans la règle des saints. Voilà quelques éléments par rapport à ce mot canon qu'on retrouve aussi quand on boit un
un bon coup, évidemment avec modération, ou vous savez, quand on parle d'une jeune fille un peu vulgairement et qu'on dit c'est un canon, là aussi, mais ça rentre parce que ça rentre dans un canon de beauté, c'est-à-dire une règle artistique très précise. Vous l'avez retrouvé, Alain Barrière, là, quelque part, juste pour qu'on sache à quoi ça colle. Le temps de le dire, le temps de l'écrire, tout s'en va déjà, tout s'en va déjà. Un murmure, hein, Et le temps voilà. peut-être. Donc, quelle année, ça, à peu près? Années 60, début 70, je sais pas, non? Oui. Bonjour, Émilie. Bonjour William. On commence par cette belle médaille d'or en tennis de table. Oui, exactement. C'était hier soir, même après le match de foot, donc c'est normal qu'on en parle avant. Mais absolument. Mais oui. Et en Donc- plus, ça, c'est une bonne nouvelle, match de foot n'en étant pas une. C'est vrai, on préfère commencer par les bonnes choses, mais ça ne plaît pas à tout le monde ici. Donc le tennis de table, la médaille d'or, on prend la direction de Rio de Janeiro au Brésil pour les Jeux paralympiques. Fabien Lamiro avait déjà remporté le bronze en individuel et l'argent par équipe aux Jeux de Londres en 2012. Il ne lui manquait plus que l'or et c'est désormais chose faite. Victoire en finale face au Polonais Rafał Super 3-7 à 1. Fabien Lamiro remporte le titre paralympique et offre à la France sa 4e médaille d'or. Alors sachez qu'il est devenu paraplégique à 17 ans suite à un accident de la route. Et avant le drame, il était déjà sportif, donc s'est rapidement lancé dans le tennis de table en fauteuil. Et il est le premier athlète handisport en contrat avec la police nationale. Il est en contrat avec elle depuis 2012. Et dans la même discipline, Maxime Thomas a décroché le bronze. Les médailles tricolores s'enchaînent à Rio. La 3e de la soirée est en natation. Elle est remportée par l'athlète en tête sur ces images, Elodie Laurandi sur 100 mètres. C'est la catégorie S10, c'est-à-dire handicap membre inférieur. Pour sa 3e participation aux Jeux paralympiques, la canoise de 27 ans peut encore viser une autre médaille dans le 400 mètres. C'est la discipline dans laquelle elle est tenante du titre et elle tentera de conserver son titre demain. Et enfin, une petite déception en basket, du côté de l'équipe de France féminine, le basket fauteuil. C'est en bleu, là? Oui, fin du parcours en quart de finale. Voilà, donc petite déception pour l'équipe de France, défaite 76 à 28. Mais c'est une très belle progression pour cette équipe parce qu'il y a 4 ans, eh bien, elles étaient arrivées dernières du classement. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, c'est pas mal. Bien. Alors, allons-y maintenant. On passe aux choses sérieuses avec le football. Enfin, sérieuse, on verra ça. Paris Saint-Germain face à Arsenal en Ligue des Champions. Vous allez le voir, il ne fallait surtout pas arriver en retard pour le début du match. Dès la première minute, but du Paris Saint-Germain après 45 secondes de jeu exactement. Tête d'Edinson Cavani. C'est le but le plus rapide de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Après un superbe centre de Serge Aurier. Alors Serge Aurier que l'on retrouve enfin en grande forme. Il n'avait pas été aussi bon depuis la polémique et les propos de grande classe qu'il avait tenus sur son ancien coach et ses coéquipiers. Cavani a visé juste sur ce coup-là, mais malheureusement, il a souvent manqué sa cible. Bah oui, il a été capable du meilleur comme du pire. Alors là, on se dit que c'est peut-être la bonne. Ah ben en fait, non. Des occasions gâchées. La sanction tombe à 15 minutes de la fin du match. Alexis Sanchez égalise pour les Gunners en 2 temps. Match nul, 1 partout. 3e match sans victoire pour le Paris Saint-Germain. Ça ne lui était plus arrivé depuis 2 ans. Et à la fin du match, petite balayette de Giroud sur Marco Verratti en fin de match. S'en est suivi une dispute. L'arbitre a donné 2 cartons rouges pour les 2 joueurs parce qu'il n'avait pas vu le début de la dispute. Voilà, c'est pas beau, monsieur Giroud. Le Barça faisait aussi son entrée en Ligue des Champions hier soir et il a été sans pitié contre le Celtic Glasgow. Victoire 7-0. Combien? 7-0 avec un triplé de Lionel Messi. 7, vous avez dit? Oui, et 4 passes décisives Oh là là. pour Neymar. Voilà, vous voyez, le blond est devenu très à la mode en foot. 7-0. Bon, et quoi d'autre? C'est énorme. La candidature de Paris au JO 2024 qui a sorti un clip. Vous savez ce que c'est, ça? C'est la Tour Eiffel? Exactement. Donc c'est le signe de ralliement pour montrer qu'on soutient cette candidature de Paris. Regardez. Attendez, je le fais peut-être pas très bien. Voilà. Ah, si, Et on peut même le faire à 2 si on met tous les 2 nos mains. Ça, c'est Tour Eiffel? Ouais, oui, si vous mettez Elle est vous un aussi peu votre main, bancale, ça quand fait une tour et bref. Pas facile à faire, c'est tout ce qu'il y a à faire Est-ce que avec, vous avez avec compris? leurs doigts. Voilà. Merci Et- beaucoup. Vous vouliez Mais dire je autre voulais chose? juste vous montrer le clip. Ah, on peut bah fais voir. Ah, c'est lui qui fait ça, t'as dit? Voilà, ils ont tous fait le signe de ralliement. On est à 1 an on connaîtra dans 1 an le nom de la ville qui accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Donc il y a le choix entre Budapest, Los Angeles, Paris
et Rome. Et donc, il va falloir se battre et faire du lobbying et pour montrer qu'on soutient cette candidature, parce que dans un an, on connaîtra le nom de. C'est bien de si la vous ville avez bancaire. mis les noms des athlètes. Il y en a certains qu'on connaît, d'autres pas D'autres suffisamment. qu'on connaît un peu moins. Oui. Et pour cette rentrée, le musée a invité un artiste français connu dans le monde entier, lui. Oh oui, Oui. oui. Puis Ouais. tout de suite, parce qu'il y a son style, on percute, mais il a été tellement imité, Ben, qui travaille depuis les années 60. Alors Ben, c'est un peu l'artiste de l'extrême. Il aime les extrêmes. Il a voulu travailler dans les années 60 avec les nouveaux réalistes, qui étaient l'équivalent du pop art. Yves Klein faisait des monochromes bleus, Armand accumulé. Il y avait Martial Rice aussi, qui mettait des néons dans sa peinture. Et il a voulu les suivre, mais il a été refusé. Alors il est parti aux États-Unis, voir ce qu'il pouvait trouver là-bas. Il a trouvé un mouvement qui s'appelait Fluxus. Fluxus, c'est tout est art. Donc vous clignez des yeux, c'est de l'art. Vous ouvrez une fenêtre, c'est de l'art. Vous respirez, c'est de l'art. Il y a eu beaucoup Donc, d'artistes. il y a eu beaucoup d'autres. Mais c'était voilà beaucoup d'artistes Fluxus. Et puis un jour, lui, il a trouvé finalement son style qui est à la fois un petit peu de surréalisme, de nouveau réalisme, de Fluxus. Enfin bref, il est quand même dans cette mouvance des années 60 et depuis, il a continué. Et lui, son credo, c'est de finalement se poser des questions. Se poser des questions sur l'art, sur le rôle de l'artiste de la société, sur l'art, est-ce que c'est vraiment de l'art? Quand devient-on artiste? Et du coup, il se pose tellement de questions que finalement, il a fini par le peindre. Et ça, c'est vraiment par devenu par les écrire. par les peindre et Voilà, par c'est les ça. voilà par les peindre, par les écrire. C'est exactement ça, par les écrire. Et du coup, Ben, c'est ça. Ce sont des phrases écrites qui posent énormément de questions sur la société. Alors c'est ce qu'on connaît de lui, mais on se rend compte dans l'exposition que depuis les années 60, il a eu une longue carrière, il a fait beaucoup de choses, et cette exposition est un méli-mélo, c'est une rétrospective et un vrai fourre-tout finalement de tout ce qu'il a fait, de tout son univers. Nous, on l'a rencontré à l'occasion, et vous allez voir, c'est un sacré personnage. Regardez. En fait, je me pose des questions sur moi-même. Est-ce que je suis un tricheur ou est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis un créateur? Qu'est-ce que c'est qu'un créateur? Un créateur, c'est quelqu'un qui apporte du nouveau. Est-ce que j'ai apporté du nouveau ou pas? Je cherche à écrire la vérité. Et qu'est-ce que c'est que la vérité? Cet espace que vous voyez là s'appelle l'espace du Centre mondial du questionnement. Je voulais qu'il y ait un endroit dans l'exposition où on peut se poser des questions, où on peut débattre. Ils sont formidables ici, ils m'ont laissé carte blanche. L'art, c'est du désordre, parce que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur la scène de l'art, il met du désordre, il gêne, que ce soit Jeff Koons ou n'importe qui, c'est une forme de désordre, le nouveau fait du désordre. Moi, j'ai un ego, alors je me dis qu'est-ce que je peux faire demain matin pour essayer de les étonner. J'ai cherché une idée nouvelle chaque fois pour divertir. Alors, ce qui me plaît dans cette expo, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je me dis, au moins, ils viendront, il y a 200 tableaux, donc ils en auront pour leur argent. J'ai un petit côté commerçant de leur donner de quoi regarder. L'artiste devient intéressant, il fait avancer le schmilblick général de l'innovation et de la création. Le boulot d'un artiste, c'est souvent l'innovation. Et il est toujours en compétition. Il se sent appartenir à un monde, à quelque chose dans lequel il arrive à s'exprimer avec des mots. Moi, j'écris en français. Mais je ne revendique pas la langue française uniquement. Je revendique l'anglais, je revendique toutes les langues du monde. Chaque langue est une vision différente du monde. Donc, il y a le Ben ethnique qui s'intéresse aux langues, aux cultures. Ça, c'est important. J'aimerais créer du matin jusqu'au soir, j'arrive pas. Donc, en fin de compte, je vous dis, je suis un raté. À la rigueur, je suis un raté qui cherche la vérité. Je suis un raté. Signé Ben 2016.
Très bien, ça Je c'est suis le un musée. raté, c'est C'est lui pas qui le le dit, nouveau musée Mayol, ils n'ont pas changé tant que ça finalement. Ah ben, il y a des espaces de circulation qui ont un petit peu changé. Non, bien sûr que vous reconnaîtrez le musée qui en façade n'a pas changé, qui est toujours aussi beau. Mais à l'intérieur, la librairie a un petit peu changé. Il y a quand même des petits changements D'accord. à découvrir. En tout cas, Ben occupe 2 étages. Il y a plus de 200 œuvres et l'expo ouvre aujourd'hui. Le musée réouvre aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est dans si vous avez été marié et si vous l'êtes toujours. Mais avant cela, direction Rome, où doit nous retrouver là-bas François Bonnonnet, notre correspondant sur place. Il y a quelques jours, s'est déroulé dans la capitale italienne le concours des meilleures classes d'Europe. Et si je vous dis que le vainqueur est précisément un Italien, vous ne serez peut-être pas surpris. C'est un Romain. Très précisément. Alors, évidemment, les Milanais et les Napolitains font la tronche. Il faut dire que les gelati, comme on dit là-bas, et les Italiens, c'est une vieille et grande histoire d'amour. François, bonjour. Oui, bonjour William. Alors effectivement, la glace en Italie, ça reste une institution dans la culture et dans la vie quotidienne des Italiens. Pour vous donner un exemple, dans cette petite rue où je me trouve, qui fait à peu près 500 mètres de long, eh bien, il y a au moins une dizaine de glaciers. Alors chaque année, il y a un concours des glaciers italiens. Cette année, le concours était un peu plus large. C'était un concours des glaciers européens. Et celui qui a gagné, eh bien, c'est un glacier romain, un glacier d'ici, mais pas un glacier du centre où je me trouve. Non, un glacier de la périphérie, d'une banlieue de Rome. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Sarah Hennemoser et Léa Brocry. Dans un quartier populaire de la banlieue de Rome, voici une boutique qui ne paye pas de mine. Et pourtant, il s'agit bien du meilleur glacier d'Europe. Et Eugenio vient de remporter le premier prix d'un concours très disputé avec ce sorbet unique au monde. Ce qui fait la différence, c'est le jus de mandarine pressé à la main. Le goût reste intact. On a trouvé ça par hasard le jour où la machine à presser est tombée en panne. On ajoute du gingembre et de la menthe, ce qui en fait un sorbet bon pour la digestion et très frais. C'est beaucoup de travail, mais sans effort, il n'y a pas de bonne glace. Voilà pour la recette. Un quart d'heure plus tard, la glace à la mandarine tardive est prête et le succès est incroyable. Ce concours de glacier m'a apporté beaucoup de satisfaction. Compliment pour ce prix. Merci. Je ne connaissais pas et c'est vraiment délicieux. Vous voyez, grâce à cela, nous sommes très connus à présent. Et pour mieux se faire connaître, justement, Eugenio propose ces jours-ci une dégustation gratuite. Les Romains, de tous âges, ont parfois traversé la ville et ils adorent. On a un arrière-goût unique en bouche. Comme j'habite loin, j'aurais envie de ramener 2 ou 3 kilos pour les manger chez moi. C'est vraiment à conseiller à tout le monde. Ce parfum, il est magnifique. Je n'avais jamais mangé cela avant. Depuis que le prix leur a été décerné, Eugenio et son équipe sont débordés. Certains viennent même dans sa boutique pour s'y faire photographier. En Italie, la glace est toujours une star. Et ils font des kilomètres pour aller en manger. Comment ça se fait que les Italiens, François, restent si attachés que ça à leur glace? Oui, alors tout à fait. Hein. La glace en Italie ne connaît pas la crise. Il faut savoir que les Italiens consomment des glaces toute l'année. À la différence des Français, par exemple, ici, même en plein hiver, vous allez trouver des gens qui mangent des glaces. Et pour beaucoup d'Italiens, la glace, eh bien, c'est à midi un repas complet. Ils ne mangent que cela parce qu'ils estiment eh bien, que ça a tous les apports nutritionnels nécessaires. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que si la glace ne connaît pas la crise ici en Italie, c'est parce que les glaciers ont fait preuve d'une grande créativité. Ils ont créé des parfums absolument incroyables, on en a vu un dans ce reportage, mais il y en a d'autres. Vous avez le goût caviar par exemple, vous avez des glaces au fromage, vous avez également une glace qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques mois, c'est de la glace au cannabis et c'est donc grâce à cette créativité que la glace reste plus que jamais la star des Italiens. Entre autres. Merci beaucoup, François. À bientôt. La revue. Et on commence par... Les migrants, William. On parle régulièrement de soit pour s'en agacer, soit pour s'en émouvoir. Mais derrière cette bannière générique, les migrants,
il y a des histoires parfois poignantes, parfois incompréhensibles au regard de nos standards de vie à l'occidental et de nos valeurs aussi. Et c'est tout l'honneur de la presse que de renouveler de temps à autre un genre qui se perd un peu, le grand reportage. Alors celui que je vous propose de lire, vous le trouverez dans Le Monde. Il est signé Ghazal Golsiri et s'intitule « Les oubliés de Dieu ». Les oubliés de Dieu, eh bien, ce sont deux sœurs, Fariba et Farzaneh. Elles sont afghanes. Elles ont dans un premier temps quitté leur pays pour l'Iran. C'est là que les deux femmes, réfugiées donc, se sont mariées. Farzaneh, en fait, ne s'est pas vraiment mariée. Elle s'est retrouvée mariée. Elle raconte les après-midi, je bossais à l'atelier de couture après l'école. Et puis un jour, de retour à mon travail, eh bien, mon frère m'a annoncé que j'étais désormais mariée. Elle avait 13 ans. Donc, c'est son frère qui la cède pour environ 4 000 €. Au passage, on apprend que le frère est recherché par la police iranienne pour avoir blessé quelqu'un. Notez-le, c'est important. Il s'enfuit en Grèce. Et c'est là que l'histoire devient ahurissante de bêtises et de cruauté. Nassim, le frère donc, appelle le couple pour le féliciter. Sa sœur et le beau-frère. Le mari, le beau-frère donc, lui révèle alors ses vraies intentions. Il est l'homme que Nassim a blessé avant de s'enfuir en Grèce. Il a épousé sa sœur pour se venger. Une proie tombée aux mains de son chasseur. Alors je vous passe le détail du témoignage de la jeune femme. Lorsque je ne réussissais pas le riz, mon beau-père me frappait. Mon mari, lui, n'avait pas besoin de prétexte pour me rouer de coups. Voilà. On ne va pas épiloguer, mais je vous conseille la lecture de ce reportage. Il y est également question de l'autre sœur, Fariba, qui, elle, s'est enfuie à la première gifle. Les deux sœurs vivotent aujourd'hui en Turquie, à Istanbul, en transit entre un cauchemar et demain, peut-être, une vie où, enfin, on les respectera. Les migrants, je signale qu'il en est aussi question dans La Croix, après que le gouvernement a décidé le démantèlement de la jungle de Calais et la création de 9000 places d'hébergement sur tout le territoire. La Croix nous parle aussi immigration, mais immigration française. C'est-à-dire qu'on savait que les retraités français, souvent les plus modestes, avaient tendance à s'expatrier au Maroc, mais aussi au Portugal. Ils sont de plus en plus nombreux à s'installer au Cambodge. Il serait ainsi 2000 à profiter des largesses du Cambodge qui, contrairement aux pays voisins, et c'est l'avantage pour ces retraités, garantit aux étrangers l'accès à la propriété et la possibilité de créer une entreprise. La seule réserve, c'est le système de santé. Mieux vaut avoir une bonne assurance privée, selon La Croix. La curiosité du jour, la valise connectée à louer. Alors vous allez me dire comment ça marche. Eh bien, vous partez en voyage. Vous louez la valise, on vous la livre à la maison, vous y mettez vos petites affaires. Ensuite, elle est prise en charge par un prestataire. Mais cette valise est particulière. Elle est dotée d'une étiquette à encre électronique, la même que sur les liseuses. Elle est verrouillée sur les liseuses. Vous savez, les petits écrans sur lesquels on peut lire des livres. Elle est verrouillée avec un cadenas numérique, connecté et traçable. Elle vous alerte en cas de tentative d'effraction et vous savez en permanence où elle se trouve. Il faut dire que chaque année, la perte de bagages coûte plus d'1,5 milliard d'euros aux compagnies aériennes. Et c'est pour ça. Une valise, ça coûte cher. Pour l'instant, le prix n'est pas donné dans Le Figaro qui en parle ce matin. Mais les compagnies aériennes ont aussi intérêt à ce qu'on utilise ces bagages connectés parce qu'ils sont sûrs de ne pas les perdre. Ça sécurise, voilà. D'accord. Pour terminer, la une de l'équipe, on ne pouvait pas la manquer ce matin, la saison des vendanges. Alors le vendangeur en chef, eh bien, c'est Edison Cavani, l'avant-centre du Paris Saint-Germain, qui a certes marqué un but hier, celui qui a permis au Paris Saint-Germain de faire match nul, un but partout, mais qui a aussi raté au moins 3 autres belles occasions. Alors c'est ça, vendanger. Parce vendanger, que si vous une occasion. Pas le foot, ça va vous échapper. Vendanger une occasion, c'est voilà. Raté. C'est une occasion qui était plutôt relativement facile, et la ratée, ça s'appelle vendanger. Saison des vendanges, voilà. Mais ça... Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour à tous. Le gouvernement se donne 10 jours pour trouver une solution dans le dossier Alstom. Le groupe, de son côté, considère qu'il est impossible d'assurer un avenir pérenne du site. À qui faites-vous le plus confiance ? Écoutez, je ferai bien confiance au gouvernement s'il a décidé vraiment de se battre, mais enfin le gouvernement dans cette affaire a fait une double faute. D'abord, manque de prévision. Quand on est actionnaire, on anticipe les choses, on les voit venir. Ça n'a pas été improvisé. Ça fait un moment qu'on en parle. Donc le gouvernement, là, a manqué de pertinence. Et puis, deuxièmement, où est la politique du rail en France ? Quand on a supprimé l'écotaxe, quand on a supprimé le financement d'une politique ferroviaire, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, les commandes ne soient pas en rendez-vous. C'est une politique du fer qu'il nous faut développer en France. On a besoin, notamment pour la transition énergétique, du rail, et on a abandonné le rail en France, il faut le dire clairement. Vous êtes ancien Premier ministre. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde
que Manuel Valls, que François Hollande n'était pas au courant de ce qui était en train de se préparer chez Alstom, mais en particulier sur le site de Belfort. Écoutez, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'on connaît les difficultés qu'il peut y avoir, notamment à Belfort. J'ai moi-même, avec Nicolas Sarkozy à l'époque, défendu le site de Belfort, avec Jean-Pierre Chevènement et d'autres. Et donc nous avons tout à fait connaissance des difficultés. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est l'industrie ferroviaire qui est menacée s'il n'y a pas un développement du fer en France. Or, où sont les infrastructures ferroviaires? On voit que la SNCF a contraint tous ses budgets et arrive très mal à entretenir le réseau. Donc on voit bien qu'il y a besoin d'une politique ferroviaire. Et pour ça, il y avait une écotaxe. Il y avait le financement par la route du fer. Et on a abandonné l'écotaxe. Et on le paie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut demander à la SNCF, au fond, de remplir les carnets de commandes d'Alstom? À condition qu'on trouve les financements pour la soutenir. Et donc c'était pour ça qu'on avait fait l'écotaxe. C'est pour ça qu'on avait une stratégie qui était la vraie transition énergétique. C'était pas du blablabla. C'était de trouver de l'argent qui vient de la route pour le mettre sur le fer et pour mettre enfin des camions sur les rails. Est-ce que vous pensez que François Hollande pourra tenir ses promesses envers les salariés d'Alstom? Sous-entendu, le site ne fermera pas. Très franchement, je pense que le président de la République aujourd'hui a un problème de crédibilité et que toutes ses promesses sont mises en cause. Même dans sa propre majorité aujourd'hui, il y a des divisions. Il est attaqué sur sa droite par Macron, sur sa gauche par Montebourg. Et donc il y a un problème de crédibilité aujourd'hui. Je pense que dans les niveaux de popularité où se trouve le président de la République aujourd'hui, sa crédibilité en tant que président est en cause et la probabilité de sa candidature devient tout à fait incertaine. Un dernier mot sur le dossier industriel, ensuite on passe à la politique et au discours d'Alain Juppé. Les syndicats de salariés chez EDF appellent à la grève pour protester contre la fermeture de Fessenheim. La fermeture de Fessenheim, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, je pense, stratégique, qui est une erreur importante et que c'est pas au moment où notre nucléaire est en crise, avec Areva, avec EDF, qu'il faut faire des chantiers de cette nature. Je pense qu'il y a là une erreur et je comprends le mécontentement des salariés. Alors Alain Juppé a tenu son premier meeting régional à Strasbourg avec un discours sur l'identité. Alors il se propose de redonner à la France une espérance. Il veut une campagne joyeuse. Et là, quand on lit ces propos-là, on se dit il veut réenchanter le rêve français comme François Hollande en 2012. Ça n'a rien à voir avec François Hollande, c'est qu'au fond, il est conscient de la gravité de la situation. Les choses vont très très mal. Elles vont très mal sur le plan du terrorisme. Si vous regardez comment évoluent les choses, la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, évidemment la Syrie et l'Irak, la Libye, la Tunisie, tout ça est extraordinairement préoccupant et à nos frontières. À l'intérieur, le chômage continue de se développer, nos PME dans le bâtiment, dans l'agriculture, tout ça est extraordinairement fragilisé. La situation est extrêmement grave. Je pense que face à la gravité de la situation, il ne faut pas faire de polémique, il faut beaucoup de sagesse, il faut de la solidité. C'est ce que propose Alain Juppé. Mais naturellement, tout ça, c'est pour essayer de faire en sorte que dans le pays, il y ait des ressorts de confiance. Et ces ressorts de confiance, c'est notamment le bonheur des familles, c'est notamment les perspectives qu'il faut mobiliser. Et si on est tous désespérés, il y avait cette très belle phrase de Saint-Exupéry, on n'a pas le droit d'être responsable et désespéré. Et je vois bien qu'il y a des gens qui se satisfont du malheur parce qu'ils apparaissent comme des héros. Le fond de l'affaire est de tracer une perspective. Un président, c'est celui qui donne un cap, une vision. Et cela, c'est, je crois, ce que fait Alain Juppé avec cette identité heureuse, qui est un cap plutôt positif. C'est le candidat de la France qui va bien ? Non, c'est le candidat de la France qui veut aller bien. C'est le candidat de la France qui a une volonté. C'est le candidat qui retrouve de la confiance. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir confiance en tel ou tel homme politique? La grande question aujourd'hui, en qui a-t-on confiance? Moi, j'ai le sentiment, je comprends qu'il y a d'autres opinions, moi j'ai le sentiment que c'est Alain Juppé qui peut redonner confiance au pays. Il cible les prophètes de malheur, donc on va dire les choses clairement. Est-ce qu'il reproche à Nicolas Sarkozy de trop noircir le tableau ? Je pense que d'avoir contesté l'identité heureuse, ça a été une erreur de Nicolas Sarkozy. C'est pas parce qu'on est lucide sur la situation d'aujourd'hui qu'on n'a pas envie de déclencher, de mobiliser les ressorts positifs. On a des enfants, on a des familles. Qu'est-ce qu'on souhaite pour ces enfants et ces familles? On souhaite sortir des difficultés, on souhaite sortir du déclassement, on souhaite sortir de tout ce que sont ces cicatrices de la vie quotidienne. Et donc, en effet, il faut pousser vers un idéal. C'est ça la Ve République. Le général de Gaulle disait l'homme en charge de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'avenir des enfants. Et donc, c'est une perspective. Parler des prophètes de malheur, ce n'est pas rien. Est-ce que vous considérez que Nicolas Sarkozy dérape sur le contenu dans cette campagne?
Je pense qu'il a fait une erreur en s'attaquant à cette idée d'identité heureuse. Je pense qu'il y a chez Nicolas Sarkozy beaucoup de talent, beaucoup de force. Je ne veux pas polémiquer dans cette campagne. Il faut bien respecter les uns et les autres. On a, chez Juppé, on a une éthique de la primaire. Donc, mais c'est vrai qu'il est plus sur le clivage, on est plus sur le rassemblement. Et donc, nous, on est très engagés sur la nécessité de redresser, de corriger. Il pourrait vous dire que c'est une forme de naïveté. Par exemple, hier soir, dans son discours, Alain Juppé dit sur l'immigration, il se dit fier de la tradition d'accueil de la France. On voit bien qu'il y a des centres d'accueil de migrants qui suscitent une vraie réaction et une mobilisation des riverains. On les a vus dans les éditions de Télématin, notamment dans la Drôme. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Je veux dire, il faut bien faire une différence entre ce qu'est tradition d'immigration et les migrants. Les migrants, aujourd'hui, quand on parle de Calais, les migrants, ils ne veulent pas venir en France, ils veulent aller en Angleterre. Et donc, notre problème aujourd'hui, c'est comment on essaie d'éviter que la France soit le lieu où ils se retrouvent. Ils ne souhaitent pas s'intégrer. C'est pas comme quand sont venus les Polonais pour le nord de la France. On a eu des vagues d'immigration qui ont été des succès. Donc, l'immigration, quand on arrive à la contrôler, la maîtriser, c'est une chose. Mais ne mélangeons pas l'immigration, des gens qui veulent venir en France, avec les migrants qui aujourd'hui sont des gens qui veulent aller en Angleterre et qu'on parque en France parce qu'on ne veut pas les laisser passer en Angleterre. Mais l'immigration est une chance? Et vous le diriez, vous? Moi, je pense que l'immigration a été très positive dans un certain nombre de cas. Aujourd'hui, nous avons des problèmes majeurs sur l'immigration. Il est clair que la situation ne peut pas durer. Il y a une immigration incontrôlée. Nous avons des problèmes d'intégrisme. Il y a des problèmes majeurs, la sécurité. Et donc, il faut changer la politique européenne de l'immigration. L'immigration n'est pas la situation satisfaisante aujourd'hui. Mais le principe même d'intégrer des étrangers dans le pays n'est pas forcément à remettre en cause, puisque dans le passé, il y a eu des succès. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin. C'est à vous, William. Merci, Caroline. À demain. À demain. Dans un instant. On passe à l'actualité de l'architecture et du design avec Sylvie Adigar qui va vous parler ce matin d'une exposition assez unique. Elle est annuelle, il me semble. Elle est annuelle, il y en a même deux puisqu'ils reprennent une exposition plus axée sur l'immobilier en milieu d'année en général. D'accord, c'est une exposition organisée par un grand magazine de décoration, AD pour ne pas le nommer. Alors l'idée est assez amusante finalement, c'est que les photos que l'on voit dans ce magazine de décoration avec des décors somptueux, en fait les décors là ils sont vrais. Ben oui. Et on peut les voir. On peut les visiter, exactement. Alors, sur le papier, on se dit, bon, cette exposition, elle existe depuis 2010, oui, alors qu'est-ce qu'on va voir de nouveau? Eh bien, on n'en croit pas ses yeux à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils changent de lieu, un lieu exceptionnel. Imaginez une exposition à l'Hôtel de la Monnaie. Ce sont des lieux avant, il y a eu l'Hôtel de la Marine, par exemple, avant. Il y a eu les arts décoratifs. Donc déjà, rien que pour le lieu extérieur, pour la boîte qui va englober ces expositions, c'est incroyable. Mais les architectes décorateurs, on leur dit quoi? Eh ben, on leur dit, voilà, on vous donne des espaces, on recrée des pièces. Le même, à peu près. À peu près. C'est à peu près. Hein. Ces espaces sont recréés par un scénographe qui s'appelle Adrien Gardère. C'est neutre et eux, à l'intérieur de ça, ils doivent mettre en scène un décor. Alors, chacun une pièce, puisque l'idée aussi, c'est qu'on se retrouve dans un quotidien. Enfin, quotidien avec des guillemets. Un joli quotidien. Quotidien, c'est-à-dire Eh ben, c'est-à-dire qu'il va y avoir une cuisine, il va y avoir un salon, il va y avoir un bureau, une chambre, etc. Et qui choisit ça? C'est chaque décorateur? Chaque décorateur, enfin, c'est en accord avec le magazine. Chaque décorateur choisit. Il y a 14 décorateurs. Ce qui change aussi, c'est que les décorateurs changent. Ce qui fait que personne n'a le même style. Et après, il y a une thématique. La thématique, là, c'était autour des collectionneurs, puisque l'Hôtel de la Monnaie montre des collections. Et en fait, là aussi, on apprend des choses. C'est-à-dire qu'à la fois, vous pouvez piquer des idées pour chez vous, même si c'est richement montré. Vous pouvez voir des collections de céramique, de bijoux, d'art décoratif. Enfin, c'est vraiment très, très large. Ben voilà, c'est extra, quoi. Pour moi, c'est l'exposition de la rentrée. Regardez. Un des objectifs de cette exposition, c'est de montrer le travail des décorateurs et des corps de métier qui travaillent avec eux et de donner au public la possibilité de voir en vrai, in situ, les décors qui en général sont présentés dans les pages des magazines. Donc cette année, on occupe le premier étage de l'Hôtel de la Monnaie, la grande salle du Pré, qui est un magnifique espace dans lequel Adrien Gardère a imaginé ces cubes recouverts de métal. Le but de mon intervention, c'est pas tant la relation avec les décorateurs intérieurs que la relation avec l'espace
dans lesquels il faut créer les volumes qui vont accueillir les décorateurs intérieurs. L'idée, c'est d'être relativement neutre par rapport à ce qu'ils feront eux. Comment se lever dans un décor aussi riche et relativement contraint? C'était ça l'enjeu. Après, l'idée, c'est justement que les ouvertures, les perspectives permettent des dialogues éventuels ou des mises en regard entre les décorateurs et les intérieurs qu'ils ont créés. Je traduis en espace, en volume, en design, en lumière, en circulation, en déambulation des enjeux. Cette année, on a invité 10 décorateurs à participer à cette édition et on leur a proposé comme thème l'univers d'un collectionneur. En fait, la Monnaie de Paris est un lieu qui accueille des expositions d'art contemporain et on trouvait intéressant de faire ce lien avec l'histoire du lieu. Donc, ils ont tous choisi leur collection. Ce sont des collections d'art contemporain ou des collections d'objets d'art décoratif. C'est assez intéressant de voir la très grande variété de propositions qui a été faite, ou même des collections complètement immatérielles, comme celle de Join et Mancou, qui propose une collection de sons, comme on proposerait une collection d'images. Pas forcément s'offrir tout le décor, mais peut-être on va être inspiré par un sol, on va être inspiré par la façon dont un rideau a été posé, par la façon dont une étagère a été installée, peut-être même par la façon dont les objets ont été disposés dans une pièce ou par la manière dont les couleurs ont été agencées. C'est à la fois un lieu pour être inspiré et pour rêver. Des boîtes, on comprend bien maintenant, le décor est là et aussi un peu dans les couloirs. Voilà. Après, d'accord. Exactement. C'est jusqu'au 18 septembre, ça se visite, c'est payant et c'est génial. Merci. Point. Quel est le point commun entre les trois personnages dont je vais vous parler maintenant? On pourrait en citer plus. Le prince Charles, Barack Obama et Danny Boone. Affichez bien. Terminé. Ils ont les oreilles décollées, plus ou moins décollées. Ça les gêne plus ou moins selon les individus. Mais ils vont pouvoir, s'ils le souhaitent, bénéficier d'un nouveau protocole. C'est un procédé assez rapide. Et vous me disiez mini-invasif. Pourquoi mini-invasif? Qu'est-ce qu'on faisait avant pour recoller les oreilles? Alors, la chirurgie traditionnelle, celle qui est pratiquée depuis longtemps, d'abord, il faut savoir qu'il y a à peu près 20 000 Français qui ont recours chaque année, notamment des enfants. C'est une chirurgie qui a pour objectif de remodeler le cartilage du pavillon de l'oreille, de repositionner les oreilles contre le crâne, afin d'éviter ce fameux décollement. Et c'est une chirurgie qu'on peut proposer aux enfants en général à partir de 7 ans. Et d'ailleurs, on la propose à des enfants qui sont en souffrance psychologique parce qu'ils n'en peuvent plus d'être traités de Dumbo ou d'Elephant Man ou de feuilles de chou à l'école. Et d'ailleurs, on n'opère pas en théorie pour faire plaisir aux parents. On opère vraiment quand on constate que l'enfant est en vraie souffrance psychologique. On peut opérer des adultes, bien sûr, aussi, qui ont ce complexe. Mais il faut savoir que les suites opératoires ne sont pas très faciles parce qu'il faut porter un bandeau de contention pendant plusieurs jours, parfois jusqu'à 1 mois. Donc, vous voyez, alors les enfants, généralement, ils sont opérés au moment des vacances. Vous la jouez comme ça, un peu McEnroe pour les femmes, ça va, parce que ça peut être aussi un artifice de coiffure. C'est plus compliqué pour les hommes. C'est pas facile, oui, c'est vrai. Surtout en pleine campagne électorale. Imaginez l'affaire. Ouais. Et donc, pour cela, effectivement, beaucoup d'adultes gardent leur complexe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau procédé qui nous arrive d'Angleterre et qui fait son apparition en France actuellement. C'est un implant dont l'objectif, c'est-à-dire il est fabriqué dans un matériau très spécifique. Et ce matériau va permettre de remodeler en quelque sorte le cartilage de l'oreille en quelques minutes. Un procédé mini-invasif, un tout petit implant de quelques millimètres. Je vous propose d'ailleurs de découvrir comment cet implant peut agir sur le décollement des oreilles. Qu'est-ce qui vous jette sur vos oreilles? Mes oreilles, je les trouve décollées.
Alors elles vous sembleront peut-être pas énormément décollées, mais pour moi c'est suffisant à me complexer depuis que je suis petite. Et donc je les camoufle tout le temps, j'ai toujours su les camoufler et vivre avec comme ça. Alors cette nouvelle technique, elle fonctionne très bien. Vous avez pu voir sur internet qu'il s'agit d'un petit implant. Ça ressemble à une espèce de boucle d'oreille. C'est un alliage de métal à mémoire de forme et c'est recouvert d'or pour être encore plus discret quand c'est implanté sous la peau. Très bien. Je réalise au bloc opératoire une incision d'environ 1 cm pour permettre d'accéder au cartilage où l'implant va être positionné. Une fois que la cicatrisation est complète, l'oreille conserve sa forme de manière définitive et durable. Les avantages de cet implant par rapport à la chirurgie classique sont nombreux. L'anesthésie est strictement locale par rapport à la technique classique qui nécessite souvent, surtout chez les enfants, une anesthésie générale. L'implant ne nécessite qu'une cicatrice d'à peine 1 cm pour être placé, alors que la technique classique va nécessiter en moyenne 4 à 5 cm de cicatrice derrière l'oreille. Les suites post-opératoires avec cette technique sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus simples qu'avec la technique chirurgicale classique. En effet, il n'est pas nécessaire de porter un bandeau pour maintenir les oreilles appliquées contre le crâne, de façon à laisser le temps à la cicatrisation de maintenir la forme donnée. L'implant donne la forme immédiatement et n'a besoin d'aucune contention pour rester en place. Les oreilles très décollées, type oreille en chou-fleur, ne sont pas accessibles à cette nouvelle technique. Dans ces cas-là, il est nécessaire d'utiliser une technique classique qui va permettre, dans les cas les plus extrêmes, de réduire la taille du cartilage en retirant un morceau de cartilage ou le plus souvent simplement de recoller le cartilage directement contre l'os du crâne. Je vais réaliser après, mais c'est formidable. Je vais renaître, ouais, complètement. Là, c'est flagrant. Oui. Mais ça marche pour les oreilles très décollées, parce que Non, alors l'implant... c'est pour des décollements légers écrase. et modérés. Oui, c'est un implant à mémoire de forme, donc l'oreille prend la forme souhaitée. On voit ça d'ailleurs en consultation avant l'intervention, quelle est la forme qu'on veut donner à ses oreilles. Mais ce n'est pas indiqué pour les oreilles très, très, très décollées, vraiment les feuilles de chou. Là, il faut recourir à l'intervention chirurgicale classique. D'accord. Et ça coûte cher ? Alors, il faut savoir que ces chirurgies pour oreilles décollées, elles peuvent être remboursées quand il y a vraiment une souffrance psychologique, notamment chez les enfants. La sécurité sociale et les mutuelles peuvent les prendre en charge au moins en partie. Mais l'implant lui-même, cette nouvelle technique, il faut compter 1 000 € pour les 2 oreilles que l'implant. Et là, l'implant n'est pas remboursé. D'accord. Merci Brigitte. Ah d'accord. On passe au plus de l'actualité, vous allez voir. C'est une expression que vous connaissez, vous l'avez entendue. Si vous la comprenez, tant mieux. Mais si vous avez encore des doutes, on va essayer de vous expliquer ça en détail avec David Lefort. C'est la transition énergétique. Transition pourquoi énergétique, ça va encore. Peut-être pas, c'est que il y a la loi sur la transition énergétique et on vient de fêter sa première année. Bon anniversaire. Eh ben non, vous l'avez pas fait ça. Et pourtant. Ah, on devrait. Eh ben ça vous concerne au premier chef. Alors qu'est-ce que c'est que cette transition énergétique? Quel changement cela implique? Allez, explication avec l'Actu Plus. C'est ça le mot, c'est changement, justement. Transition, changement, qui va concerner quoi? L'énergie, vous l'avez compris. L'énergie, on s'en sert au quotidien pour ses transports, pour son éclairage, pour faire du chaud ou du froid, pour les multiples outils ou même gadgets que l'on emploie. Et donc on va changer d'énergie. On va passer donc des énergies fossiles, telles celles-ci, le pétrole, le gaz ou encore le charbon, à des énergies renouvelables, l'hydraulique, l'éolien ou encore le solaire. Et ça, il y a une feuille de route très claire. Elle avait été imposée par l'Europe, elle a été transcrite cet été donc en France. Au niveau européen, on s'impose à avoir quasiment un tiers d'énergie renouvelable dans ce mix. Renouvelée alors? Renouvelable et renouvelée. Ouais. Dans combien de temps? D'ici 2030, ça sera un tiers. Nous, en France, on s'est imposé 32%. On avait fait une frange un peu plus haute. Et en regardant plus précisément les choses, je me suis même aperçu que pour les territoires d'outre-mer, ce sera 50%, dans 3 ans, 50% de l'énergie électrique qui proviendra de ce mix renouvelable, c'est-à-dire éolien, hydraulique et solaire, et 100% en 2030. C'est-à-dire qu'en 2030, dans les territoires d'outre-mer, on va tout produire sur place
Et l'ensemble de l'électricité proviendra du solaire, même aussi, j'allais dire, de tout ce qui provient de la biomasse, c'est-à-dire recycler aussi les feuilles, le papier, etc., les déchets. Et ils ont du boulot là-bas. Hein. Ils ont du boulot. Mais c'est pour eux, comme pour nous d'ailleurs, le moyen d'être indépendant au niveau énergétique. Il faut savoir que dans tous les territoires d'outre-mer, on importe beaucoup de pétrole. On se chauffe au pétrole, on se chauffe au charbon. Ça coûte un fric fou. Et c'est surtout qu'au bout d'un moment, ça n'est vraiment plus, on ne peut plus vivre sur cette économie-là. Dépendance énergétique, je vous le disais. Et puis il y a aussi un autre volet, c'est réduire nos consommations. Consommer moins et consommer mieux. Avant, vous vous souvenez, on s'éclairait avec des lampes halogènes. C'était super, ça éclairait vachement bien, mais ça chauffait tout autant. Donc là, on perdait une partie de notre énergie, non pas en lumière, mais en chaleur. Je faisais des barbecues, moi. On faisait des barbecues, quasiment. Vous avez des pratiques culinaires très particulières, mais ça pouvait fonctionner comme ça. Aujourd'hui, quand on fait de la lumière, on ne fait que de la lumière. Par exemple, les LED. Et c'est vrai que c'est une autre façon aussi de consommer. En France, on a une particularité, c'est que, là, on le voit dans le paysage, hein, chaque année maintenant, c'est 500 éoliennes de plus. Ça, c'est typiquement une transcription. Ça ne fait pas tout le monde, mais enfin, ça permet la transition en question. C'est une transition, effectivement. Alors, il y a aussi des panneaux solaires, il y a aussi l'hydraulique, bien évidemment. Elles peuvent avoir une silhouette assez sympa, hein, ces éoliennes. C'est vrai que près de chez soi, c'est toujours un problème. Enfin, ça aussi, près de chez soi, ça peut être un problème. 75% de notre énergie aujourd'hui, surtout, on survole comme ça, c'est très joli. Ouais, des usines à nuages, comme diraient mes gamins. L'histoire, c'est qu'au-delà de fabriquer des nuages, ça fabrique 75% aussi de notre électricité. On va devoir passer à 50% dans les 10 ans à venir. Donc forcément, il faut qu'on trouve des éléments de transition pour cela. Les Allemands, ils ont le même problème, pas avec les centrales nucléaires, parce qu'eux, ils ont commencé à les arrêter, mais eux, une partie de leur énergie, 40%, provient du charbon. Donc comme on a dit au départ que la transition énergétique, c'était adieu le charbon, adieu le pétrole, adieu le gaz, il va falloir passer sur autre chose. Réduire aussi ces énergies fossiles, c'est réduire le CO2, le dioxyde de carbone, dans l'atmosphère. Et on l'a vu, en Chine, par exemple, les mégapoles sont quasiment chaudes, l'atmosphère est très chargée. Ouais. Et eux, ils ont bien entamé aussi leur transition énergétique. Pour deux raisons. Parce qu'ils ont une croissance économique à quasiment 2 chiffres. Et donc, il y a un coût énergétique, il y a un coût environnemental. Donc, eux, ils sont à 65% de production électrique avec le charbon. Et ils commencent là à investir massivement. Quand je dis investir massivement, c'est que proportionnellement, la Chine investit aujourd'hui 4 fois plus que l'ensemble des pays d'Europe dans la transition. Ils étaient 4 fois en retard aussi. Sauf que là, ils vont le rattraper le retard. Le retard. Eux, ils font. Alors, il y a le barrage des Trois Gorges qui fait aussi sensation, mais ils sont investis dans l'hydraulique, dans l'énergie éolienne. Et ce qu'on remarque partout, d'ailleurs, en économie, c'est pas quelque chose d'assez difficile à comprendre, c'est que la technologie augmente, le coût augmente, et la production. Tout ça a fait des bonds très importants, et notamment dans le photovoltaïque. Donc ça coûtera moins cher, ça sera plus performant, et c'est de toute façon notre énergie de l'avenir. Franchement, hein. Oui. On peut peut-être attendre encore un petit peu. Ce qu'il faut, c'est le faire chez soi maintenant. Avec Alex Jaffray, on va s'intéresser maintenant à l'actualité de la musique. Et Alex vous a préparé une sélection des meilleurs DVD musicaux du monde. Ce sont des documents? Oui, des documents musicaux. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? Il y avait quel qui chantait comme ça? Nina Simone n'a pas fait mieux. Hein. Non. Alors, ce document, et Dieu sait que je suis fan et que nous sommes fans chefs de Nina Simone. Et alors, ce documentaire est incroyable, c'est What Happened, Miss Simone. Qu'est-ce qui s'est passé, Mademoiselle Simone? C'est un documentaire touchant. Parce qu'on découvre qui était vraiment Nina Simone à travers son ancien mari, ses musiciens, sa fille qui vient témoigner. On découvre qu'elle a eu c'est un film, mais je pense qu'un jour il y aura un vrai biopic. Il y a eu, mais pas très bien réussi. Là, le documentaire est incroyable parce qu'on voit que, en fait, sa passion, sa volonté première, je l'ai découvert dans le documentaire, elle voulait être la première pianiste classique noire à jouer, par exemple, à Carnegie Hall. Est-ce qu'elle a fini par faire, mais avec ses chansons. En fait, le fait que quand elle chantait, elle trouvait ça moins bien parce qu'elle avait une culture et une maîtrise du piano classique, mais incroyable. On le découvre dans le documentaire, une technique de dingue. Le documentaire. Pardon. Il est récent. Il est récent, il est absolument récent. C'est pour ça que j'en parle. Je recycle des chroniques, mais pas celle-là. Et donc vous l'avez dans tous les formats. Vous l'avez en DVD, en Blu-ray. Vous avez également le CD avec toute la liste, justement la playlist dont vous parliez tout à l'heure. C'est absolument. Comment dire? Le plus difficile maintenant pour nous le montrer, c'est de choisir un extrait. Alors j'ai pris la bande-annonce. Comme ça, vous allez voir. Ça commence avec son retour d'Afrique, où elle est partie pendant de nombreuses années en Afrique. Elle a décidé d'arrêter complètement. Et elle revient, elle fait son premier concert à Montreux. Ah oui, ça, c'est le début de la bande-annonce. C'est extrêmement touchant. Regardez.
I think the only way to tell you who I am these days is to sing a song. We'll start from the beginning. Birds flying high, you know how I feel. My mother was one of the greatest entertainers of all time. Sun in the sky, you know how I feel. When she was performing, she was an anomaly. She was brilliant. She was loved. And I'm feeling good. One and only Nina Simone. Zut. Ça donne envie, hein. Encore. Et on découvre, et j'en ai pas parlé tout de suite, mais on découvre évidemment sa bipolarité, ce qui a été son drame. Sa vie a été très compliquée, et c'est vrai que sa bipolarité qui a été soignée avec des médicaments, à mon avis, un peu forts, donc il parle, fait qu'à la fin de sa vie, elle articulait moins, on avait toujours l'impression qu'elle était un peu ivre sur scène, et en fait, c'était un mélange de plein de choses, d'addiction, c'est très touchant parce que c'est très humain, c'est très authentique. Sa vie est un scénario. Exactement. La vie n'est pas toujours une bonne scénariste, mais là, ça raconte une histoire touchante. Qui d'autre? Un documentaire à nouveau qui s'appelle Finding Fela. Fela, c'est Fela Kuti. Fela Kuti, l'immense musicien africain et nigérien qui a inventé cette musique qui s'appelle l'afrobeat. C'est un mélange de funk, de rythme africain. Et surtout, il était en opposition avec le gouvernement militaire nigérien. C'est à nouveau touchant parce qu'on se dit, mais ces musiques-là, je les connais. On ne sait pas que ça vient de lui, en fait. Regardez, la bande-annonce va peut-être vous éclairer. I am Fela, who no mortal can ever kill. So let us turn Nigeria upside down. I am the law and will do what I please. So yeah, man. No diplomacy, no compromises, no agreement. He was an original artist. La période le plus connue de Fela, les années 80-90. Ouais, 80, ouais, il a commencé en 70, mais 80-90, il est mort en 97. Artiste engagé. Artiste engagé. Il est mort de mort naturelle. Il est mort il est mort du sida en 97. Mais je veux dire, il n'a pas été assassiné par les gens qui critiquaient sur Non, et quand on voit le documentaire, on se dit qu'il est passé pas loin un certain nombre de fois. Ouais, ça a été assez courageux. Et on finit avec le Rock'n'Roll Circus, parce qu'il est un peu plus léger. J'adore, avec Kiss. Alors Kiss, c'est quoi? C'est 4 gars qui, depuis 40 ans, font des concerts de dingue. C'est-à-dire, c'est le festival de la pyrotechnie. Le maquillage, surtout. Le maquillage, mais alors, le maquillage, c'est important, mais il faut les voir une fois en concert. C'est-à-dire que ça explose dans tous les sens, ils crachent du sang, il y a des étincelles, les guitares prennent feu, enfin, c'est n'importe quoi. Les gars, comme ça fait 40 ans qu'ils font ça, ils ont quand même une 60aine d'années maintenant, ils continuent à venir. Mais si. Et donc là, pour les 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont joué à Las Vegas, et vous avez donc à nouveau, pareil, DVD, Blu-ray, le CD, les vinyles. Mais ils font de la musique quand même. Ah, ils font de la musique, oui. C'est un peu du rock FM fastoche, mais c'est tellement bien. Je vais me faire des ennemis en disant ça. Je suis ultra fan, mais c'est un peu, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est tellement agréable parce qu'ils le font en y croyant à fond. Ah oui, regardez. ils sont sincères. Ah oui, ils sont sincères, comme moi. Regardez. S'habiller encore comme ça. Mais alors, ce qui est marrant avec ces 4 garnements là, c'est qu'on ne connaît pas leur visage. Alors, quel enchaînement, chef! Mais c'est dingue ce que tu me tends la main. Du coup, on se tutoie. Ah, pardon, non, c'est l'émotion, excuse-moi. Je vous ai imaginé avec le maquillage de Kiss. Il faudrait qu'on fasse ça un jour, Kiss. Dans le Blu-ray DVD, il y a un concert en acoustique où on les voit sans maquillage, qui jouent juste à la guitare. Voilà. Et en fait, on découvre que, les gars sont des bons musiciens. Voilà, c'est ça. Et deux, qu'ils ont une vraie tête. C'est là où je voulais en venir. Ils ont une tête de en fait, ils sont des vrais musiciens. Oui, en fait, exactement. Mais c'est des rigolos aussi. Et juste, je veux finir avec un truc. Vous êtes fan de musique de film, et c'est pour fêter les 35 ans de Indiana Jones. Au Grand Rex ce week-end, le samedi et le dimanche, il y a tous les films qui sont diffusés et un orchestre qui vient jouer la musique, il y aura une exposition et tout. Avec un chef? Avec un chef d'orchestre, etc. Alors c'est pas un ciné-concert, c'est-à-dire qu'il y a la musique qui joue, puis après il y a le film, c'est pas en même temps, mais il faut y aller, c'est vachement bien, c'est sur les internets. Donc c'est en VO sous-titré le samedi et en VF le dimanche pour les enfants. Merci Alex Hounet. On commence par qui? Eh bien, nous sommes mercredi, jour de parution du Canard enchaîné, quelques petits dessins, je sais que vous adorez ça. Et surtout le commentaire. Oui, alors vous allez voir, là on va juste lire ce qui est écrit. Je précise quand même le contexte. Alstom, le site de Belfort, le gouvernement veut tout faire pour éviter la fermeture du site, d'où cette réunion au sommet imaginée par le Fred Touron. François Hollande est à gauche. S'il y a des commandes, le site Alstom de Belfort peut être préservé.
Mettons qu'on se commande chacun une locomotive, répond Valls, ça ferait tenir combien de temps? L'essentiel, c'est de tenir jusqu'à la présidentielle. Je me suis demandé si quand on commande comme ça les dessins, qu'est-ce qu'il fallait rajouter? Parce que sinon, c'est à Rien, blanc. un rire, vous l'avez eu. Non, on met des faux rires alors derrière, je sais pas. Non. Les nôtres? Non, les nôtres. Ah bon, d'accord. Moderne. Bouzard, on va réessayer, regardez, avec Bouzard maintenant. Le procès Cahuzac, vous savez que récemment, Jérôme Cahuzac a dit qu'il avait mis de l'argent de côté sur un compte à l'étranger pour financer une éventuelle campagne de Michel Rocard. Hier, c'était sa femme qui s'expliquait sur 2 comptes qu'elle a à l'île de Man et en Suisse. Je suppose que c'était pour aider madame. Alors justement, toute la question est là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait. Voilà. Ou alors on fait. Non, Quel est le... C'est le dosage. C'est vrai. On sourit. Ah, on sourit, très bien. Moi, j'avais pleuré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Troisième occasion de sourire, toujours avec le Fred Touron. Le Dalai Lama est en France. Vous avez remarqué qu'il ne sera ni à l'Élysée, ni au Quai d'Orsay, ni à Matignon, ni nulle part. Il n'est pas forcément persona grata dans nos palais nationaux. Si vous aviez dit que le Tibet voulait acheter un EPR, un réacteur nucléaire, ou des Rafales, le président Hollande vous aurait sûrement reçu. Pardon, j'ai oublié de sourire. C'est pas facile, hein? Non, pas facile, pas toujours facile. Tiens, on va sourire encore avec le CSA. Vous connaissez le CSA? Très bien, des amis, que des amis. Que des amis. Il y a au CSA un monsieur qui est chargé du respect de la langue française dans les médias. Il paraît. Et ce monsieur reçoit de plus en plus de plaintes de la part de téléspectateurs qui disent « Y en a marre, on parle qu'anglais à la télévision française ». D'où ce titre du Parisien ce matin. Et si on rendait leur nom français à ces émissions télé? Alors regardez un peu ce que ça donnerait. Secret Story, histoire secrète, je ne sais pas si vous validez, vous êtes un pro de la télé, William, vous savez ce qui marche. Regardez, Slam, ça deviendrait claquer. Ah oui, Slam, ça veut dire ça. Ouais. D'accord. Mad Mag, le magazine fou. Bon. Alors, Actuality deviendrait réalité. Oui. Et The Voice? Alors, NCIS, regardez, CECM. C'est-à-dire que là, on est dans le service d'enquête criminelle de la marine. C'est moins sexy tout à coup, je sais pas. Voilà. Bon, La Voix, The Voice. Non, mais au Québec, ça s'appelle comme ça. Oui, ça s'appelle comme ça au Québec. Et eux l'ont fait, ça n'a pas posé de problème. Au Québec, on plaisante pas avec ça. Et je pense que les plus grands défauts de la langue française se trouvent outre-Atlantique au Québec, plus qu'en France, très souvent. Alors, Cache Investigation, votre émission préférée, William, enquête en argent liquide. Ça fait un petit peu plus long, hein, c'est moins sexy. Ah voilà, vous pouvez faire des propositions au CSA. Peut-être le CSA validera-t-il ces propositions. Sophie Marceau est dans le journal un peu partout. Vous savez qu'elle sort la taularde. Alors dans le Parisien, une pleine page d'interview et on lui dit, on essaie de la piéger. Savez-vous pour qui vous allez voter? Elle dit vraiment pas. Comme je suis restée une grande romantique, j'espère qu'il y a quelqu'un parmi ces gens, elle parle des politiques, qui tient ses promesses. Et alors le Figaro est un peu plus malin. Il lui dit, vous déplacerez-vous pour voter à la primaire de la droite? Mais pourquoi les journalistes qui s'intéressent à la carrière de cette actrice formidable lui posent toujours des questions politiques et pas seulement elle? Alors Descharges, il ne pose pas que des questions politiques. Mais pourquoi? C'est vrai que je n'ai retenu que Une ça. chanteuse, pareil. Voilà. On est en période Virginie d'élection. Fira, 2 pages plus loin, pareil. Oui, on demande. Pour qui Curieux, vont ça. voter. Mais bon, elles ne répondent pas, voilà, c'est le jeu. Parfois, on aime bien savoir qu'Arditi vote à gauche, que Lucchini n'a plus les Non, mais moyens quand ils le disent eux-mêmes, c'est bien. etc. Voilà. Ils le disent eux-mêmes, ils affichent. Mais là, elle est un peu, on sent qu'elle est un peu déstabilisée. Elle ne lâche rien. Répondre, en fait. Elle ne lâche rien. Peut répondre, donc quand il y en a une ou deux qui répondent, on ne voit plus que ça. Un festival de musique. Festival de musique, mais pas seulement, c'est ça qui est génial. C'est là où l'idée, si vous voulez, de ces organisateurs, c'est seulement la 2e édition de ce Darwin Ocean Climax Festival. Ah d'accord. Tiens, je vais appeler le CSA, moi. Oui, Darwin, on l'aime bien, Océan et Climax. Bon, Climax, d'accord, mais enfin, ce sont bien des questions mondiales. David Lefort en parlait tout à l'heure, Monsieur Raffarin aussi, on se pose tous des questions sur la transition énergétique, comment est-ce que notre espèce va pouvoir perdurer sur cette planète. Et en fait, on se rend compte que les festivals de musique et d'art qui cartonnent chez la jeunesse sont celles qui posent ces questions-là aussi. On veut bien aller écouter les grands noms que sont R, Cassius, Métronomie, Géniaux Anglais, Sheila Sue, la petite Belge qu'on adore qui fait de la soul comme personne. Bien, on la connaît ici. Oui, Kerenan, enfin il y en a plein qu'on connaît et qui sont vraiment... Voilà, les grands noms viennent désormais sur ces événements parce que en 2 éditions, la fréquentation de ce festival a doublé, on est passé à 27 000 personnes. Et l'idée, si vous voulez, c'est de mêler art, culture urbaine, skateboard, etc., tous les sports voilà, et musique,
débat. Les voilà. grands noms de l'engagement climatique sont là. Les Edgar Morin, grand ami de Marion Cotillard, qui est passé par là. Les hommes politiques fréquentent ce genre de festival? Oui, l'année dernière, Ségolène Royal était là. Là, il y avait Nicolas Hulot. Enfin, je veux dire, voilà, Juppé, évidemment, puisque tout ça se passe à Bordeaux. Lui, là, hein. Exactement, sur ce site vraiment emblématique. C'est vraiment un site génial, rebaptisé Darwin. C'est une ancienne friche militaire qui est complètement régie par ces nouveaux principes de partage et d'économie intelligente et de défense des climats et des droits humains. Bref, la jeunesse se presse et moi je dis que c'est porteur de plein d'espoir. Les festivals comme ça cartonnent, qu'est-ce que je vous dise? On a rencontré les organisateurs et quelques artistes qui nous racontent pourquoi pour eux c'est évident d'être là. La volonté de Darwin au travers de Ocean Climax, c'est de faire en sorte d'hybrider tout un tas de contenus culturels, artistiques, musicaux, intellectuels, parce qu'il y a beaucoup de conférences, et puis un message engagé pour la protection des océans, la lutte contre le changement climatique et surtout la solidarité dans l'accueil des réfugiés. Les conséquences des changements climatiques frappent prioritairement, et j'en ai été le témoin pendant 25 ans, des hommes, des femmes et des enfants qui subissent les conséquences d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué. Il n'y a pas pire qu'un événement écolo qui est dans l'entre-soi, auto-convaincu. Nous, on veut drainer des gens qui ne sont pas forcément spontanément venus pour écouter des messages parfois perçus comme un peu trop sérieux, qui vont être attirés par une expo, par une performance sportive ou par un concert. Et puis, dans leur parcours dans le festival, ils vont capter des messages, ils vont s'ouvrir, ils vont rencontrer des gens. Voilà, ils vont peut-être changer leur représentation. Et puis voilà, hein, on aimerait aussi qu'ils prennent du plaisir tout simplement. Les temps sont lourds, donc il faut aussi se déconnecter, mais en le faisant avec l'esprit très ouvert. Voilà, et on aimerait que ça soit poreux tout ça, et que les idées circulent, s'échangent, se partagent. Depuis notre tournée de l'an dernier, j'ai remarqué que les festivals ont adopté une attitude responsable concernant les déchets qu'ils produisent. Et c'est vraiment bien que tout le monde se sente concerné. Depuis quelques années, il y a beaucoup de festivals engagés en France, mais il est vrai que Climax, c'est pour moi un événement fort, qui tient ses engagements surtout, qui est fort artistiquement, mais pas que. Pour moi, c'est une fontaine de jouvence. Quand j'étais jeune, je suis tombé amoureux de la musique. Et j'espère sincèrement que je peux aider les gens à vivre la même expérience. Quand je joue ma musique, ce sont les jeunes qui sont dans le public que j'essaie de toucher, sans vouloir offenser les plus âgés, bien sûr. Des gens, bon, on a vu des actrices engagées, il y en a des Françaises sur ce thème-là. Qui est passé par là d'ailleurs ce week-end, c'est Marion Cotillard qui produit des films, qui mène des actions. Aussi, non Mélanie Laurent aussi, bien sûr, avec son film Demain, etc. Mais c'est vraiment, voilà, c'est une manifestation qui célèbre la vie et l'urgence de la protéger, comme disait le premier parrain Hubert Reeves. Et c'est génial parce que voilà, on va avoir un concert, on se retrouve devant un débat hyper pointu, et juste derrière, il y a l'ONG, vous pouvez vous engager. C'est voilà, la vraie vie. Vous faites un don. Ou vous faites un don, bien sûr. Tout est possible. Mais il y en a plusieurs comme ça, ou il n'y a qu'à Bordeaux? Ah non, mais c'est toute une tendance, vous savez, il y a la Will of Green, il y a plein de choses comme ça. Mais celui-là est pur et dur. Je peux vous dire qu'ils sont très exigeants sur la façon de vivre même sur le lieu. Merci beaucoup. Anna, Télématin, ça continue. Tout de suite, Mademoiselle Laura Duweb a des choses à vous dire. Ça concerne les artisans et le Made in France. On ne s'arrête pas. Vous savez, il y a le slip français, le chocolat français. Oui. Et maintenant, il y a le matelas français, William. Donc, qui est fabriqué évidemment 100% en France, qui crée des emplois et qui en plus est bleu, blanc, rouge. Il y a une petite, vous voyez, c'est assez chic. On n'a même pas envie de mettre de draus par-dessus. Oh non! Vous voyez, vous trouvez un draus qui recouvre juste la première partie. Ou alors des draps bleu, blanc, rouge. Voilà. Et alors, à propos du chocolat français, ce que je vous donne des nouvelles de tous nos petites start-up, sachez qu'il y a une campagne de financement participatif pour fabriquer un King Kong en chocolat. Gardez de 6 mètres, pas avec l'artiste Orlinski. Et en contrepartie, si vous investissez, vous aurez le droit à une miniature du King Kong et plein d'autres choses. Et peut-être de croquer dedans. On croque dans le King Kong? Vous pouvez, si vous avez investi, vous aurez le droit.
Ah ouais. Mais c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art qui sera exposée au Salon du Chocolat. D'accord. Voilà, aussi fabriquée en France. Vive le Made in France. Comme Télématin. Vive le fabriqué en France. Voilà. Parce qu'on dit tout est français, sauf l'expression Made in France. Mais pour s'exporter, c'est un peu plus facile. À part ça va.